Rook F2. No, no, Ding, Ding. of course, yeah. Rook F2 of what? What? Oh my god! 12 décembre 2024, Singapour, 14e et dernière partie. Alors que les deux finalistes des championnats du monde d'échecs se dirigent tout droit vers une mort subite, le chinois Ding Liren place sa tour en F2, une erreur qui offre la victoire à la Jiang Gukesh d'Omaraju. And Bishop D5, look at Gukesh, he sees it! He sees Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette victoire, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur ce néo-ordre multipolaire, tant d'un point de vue géopolitique qu'échiquien, nous allons découvrir ensemble que cet Occident affaibli ne domine plus l'échiquier mondial. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de la 9e série de Géosporétique, où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel les puissances asiatiques se dirigent tout droit vers un échec et mat. Comme évoqué lors du précédent épisode, l'Union soviétique a entraîné dans sa chute cet équilibre des puissances mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec la disparition du communisme soviétique, couplée à la généralisation du capitalisme, l'organisation mondiale change considérablement, laissant de la place aux anciens pays du tiers-monde. Par l'intermédiaire de bases culturelles, ainsi que d'aspirations atypiques, ces derniers amènent une nouvelle logique géopolitique incarnée par la popularité grandissante des fameux BRIC, acronymes de Brésil, Russie, Inde et Chine. Car depuis 2001, ce néo-tiers-monde dépasse le simple cadre des milieux financiers pour symboliser l'émergence de nouvelles puissances ayant remarquablement résisté aux crises économiques mondiales. Et parmi ces 4 pays, 2 voisins se détachent tout particulièrement. D'un côté, la Chine de Xi Jinping, dont la puissance économique se rallie à leurs ambitions politiques, et de l'autre, l'Inde de Narendra Modi, qui, de même, s'identifie comme un géant économique et démographique dont la place sur l'échiquier international s'avère de plus en plus importante. The gold medal goes to Team India. 43rd Chess Olympiad and the new owner of the Hamilton Wrestle Cup is China. China. Les 2 dernières éditions des championnats du monde d'échecs masculins, féminins et par équipe ont été remportées soit par des Chinois, soit par des Indiens. Je ne suis pas spécialement fasciné par les chiffres, mais obligé d'admettre que cette statistique part d'elle-même. Car si ces 2 contrées ont rejoint depuis peu le concerto des puissances géopolitiques, elles participent d'eux-mêmes à la valse des échecs. 2 terres ayant connu une véritable révolution dans le domaine, notamment grâce à des figures emblématiques, multiples champions du monde tels Vishwanathan Anand pour le Bharat ou encore Hu Yifan pour l'Empire du Milieu. De véritables porte-drapeaux, alors admirés par les collégiens Gukesh d'Omaraju, Wei Yi, Arjun Erigisi, mais aussi Pragnananda Ramesh Babu, qui, aujourd'hui, trône au sein du top 10 mondial. Un témoin parfaitement transmis à cette nouvelle génération, contribuant jour après jour à l'essor d'un véritable mouvement échiquéen au cœur de leur nation, devenue puissance dans ce sport. devant cet hôpital militaire indien au milieu de l'Himalaya, les derniers hommages sont rendus aux soldats tombés au combat. Au même moment,
Des renforts partent vers la frontière indo-chinoise. V de la victoire en guise de salut. Néanmoins, ne vous laissez pas berner. La Chine et l'Inde, bien que chefs de file de ces puissances émergentes, restent avant tout des rivaux, en compétition pour le leadership du Grand Sud dans un monde de plus en plus multipolaire. Et oui, en dépit d'une phase d'amélioration de la fin des années 80 jusqu'à la moitié des années 2010, les relations entre les deux nations n'ont jamais été faciles. Leur frontière disputée, nommée Line of Actual Control, comme principale raison de cette dissension ambiante, car, à partir des années 2013, cette ligne de démarcation au tracé incertain est redevenue le théâtre d'incidents qui ont pris la forme de face-à-face non violents entre patrouilles antagonistes, se manifestant à chaque fois plus longs, plus tendus, plus difficiles à résoudre. En outre à ces tensions grandissantes, s'ajoute le programme économique chinois des nouvelles routes de la soie, vivement dénoncé par son homologue indien. En résumé, une succession de désaccords refroidissant les relations entre ces deux États, se retranscrivant dans le sport. La suite, on la connaît. Look at you. What? And Bishop D5, look at Gukesh, he sees it! Cet affrontement pour le titre de champion du monde d'échecs de 2024, opposant le jeune indien Gukesh Dommaraju, symbole d'une puissance florissante, à l'expérimenté chinois Ding Liren, symbole d'une puissance davantage établie, comme miroir de cette bascule géopolitique, de cette nouvelle lutte. Une finale évoquant d'ailleurs de nombreuses similitudes avec ce match pour le titre mondial de 1972 entre l'États-Unien Bobby Fischer et le Soviétique Boris Spassky, décrypté durant le premier épisode. Il s'agit presque de la première fois dans l'histoire que l'Inde et la Chine s'affrontent directement en finale d'un sport majeur. C'est plus d'1 milliard de supporters au sud de l'Himalaya et plus d'1 milliard au nord de la chaîne qui suivent avec exaltation cette confrontation. Un intérêt de masse, une bataille pour la supériorité sur l'échiquier comme microcosme de la rivalité entre les deux grandes nations dans le monde réel. Et la victoire de Gukesh, au bout du bout, désormais plus jeune champion du monde de l'histoire, laisse planer l'idée qu'après des décennies de domination, le futur chef de file de ce néo-tiers-monde se nomme peut-être non pas Chine, mais bel et bien Inde. Le défi posé par la Chine est bien plus sérieux que celui de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Nous voulons construire l'armée la plus forte du monde. L'équilibre stratégique du pouvoir a basculé en 20 ans en faveur de la Chine. Ce qui se passe à Taïwan, c'est presque plus important que ce qui se passe en Ukraine. Les deux plus grandes puissances mondiales se font face. Il y a un risque important de déflagration. Alors que le terme de cet épisode approche, certains d'entre vous doivent sûrement penser que l'émergence de ces nations, accompagnée de ces rivalités, nous concerne finalement très peu. Pourtant, ce néo-tiers-monde, ces briques, croissent à tel point qu'ils menacent aujourd'hui la domination occidentale. Si pendant une grande partie de notre histoire moderne, le monde tournait autour de l'Europe ainsi que des États-Unis, ces nouveaux pôles asiatiques incarnent une sérieuse alternative dans l'organisation mondiale. En effet, alors que le globe se voit confronté à de multiples défis, les États dits émergents apportent des réponses originales, à l'instar d'un capitalisme néo-patrimonial, d'une politique sociale ciblée, d'une rupture technologique, d'une hybridation culturelle ou encore d'un réalisme politique. Cet échiquier grandeur nature, qui pensait presque naïvement que la fin de la guerre froide couplée à l'émergence d'une États-Unis comme gendarme du monde apporterait paix, égalité, solidarité et protection économique, commence à contester cette hyperpuissance, composée en réalité de nombreuses failles. Des continents tels l'Afrique, l'Asie ou encore l'Amérique du Sud se tournant petit à petit vers là où le soleil se lève et non où il se couche. Со счетом 2,5 на 1,5 в пользу действующего чемпиона мира Вишни Анны.
Ce 29 octobre 2008, le russe Vladimir Kramnik et l'Indien Vishwanathan Anand disputent la 11e des 12 parties qui doivent désigner le nouveau champion du monde d'échecs. Après 3 heures de jeu et seulement 23 coups, Kramnik contemple longuement l'échiquier. Il doit l'admettre. Il ne possède plus aucune chance de l'emporter. Et tend la main à son adversaire, signe qu'il accepte de conclure une 7e nulle, synonyme de titre pour l'Indien, qui devient le premier joueur asiatique de l'histoire à conquérir le titre suprême. Un match, sur le coup presque anodin, pouvant dorénavant être interprété comme un point de bascule, véritable renversement historique au sein du monde des échecs. Alors que les soviétiques ont longuement dominé cette discipline, les États-Unis pensaient enfin reprendre le flambeau. Néanmoins, cela a été sans compter le déferlement de cette vague sino-indienne. Ces victoires, tant individuelles que par équipe, comme symbole de la montée en puissance de leurs nations respectives sur la scène mondiale. Échec. Les Occidentaux sont prévenus. Désormais, à eux d'éviter le mat, sous peine de potentiellement connaître un destin similaire à celui de l'URSS. C'est ainsi que se termine ce 3e épisode de Géosporétique, l'échiquier miroir de l'évolution du monde. Ce que les échecs disent de notre société, c'est le thème du prochain épisode bonus. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt.